Je sais que nous sommes dans une période de stress intense. Soyons honnêtes, nous avons tous peur. Peur pour nous, pour nos anciens, pour tout. Nous avons peur pour tout. Mais mes amis, vous savez ce qui unit un peuple? Vous savez ce que notre saloperie d'espèce a toujours utilisé pour s'unir? La haine. Une bonne petite haine contre un objet bien déterminé pour nous faire oublier tous nos soucis. Eh bien aujourd'hui, sans plus de préambule, je vais vous faire plonger dans une mer, dans un océan, dans un univers de haine. Une haine dirigée contre un ennemi légitime, une haine dirigée contre un crime impardonnable, une haine dirigée contre un odieux molar craché au visage d'une série que nous aimons tant. Car oui, aujourd'hui est venu le temps, non pas des cathédrales, de parler d'Avatar, le dernier maître de l'air, le film. Mais nous ne serons pas vaches pour autant. Tout criminel, même les pires salauds, ont droit à leur avocat et c'est ainsi qu'alors que j'occuperai l'humble place de procureur, il faudra bien quelqu'un pour défendre cet odieux tas de purin. C'est pourquoi je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements l'avocat du diable, Nid. Oh, odieux tas de purin, tout de suite les grands mots. J'ai fait de l'équitation pendant de longues années et franchement le purin, une fois passé les premières senteurs, on s'y fait. Bon. Vous l'aurez compris, mon but va être ici de relever, parmi ses défauts manifestes, les qualités et les bonnes idées d'adaptation de ce film, qui malgré sa piètre qualité globale, trouve quand même de l'affection à mes yeux. Car messieurs et mesdames le jury, je vous le dis, ce film a été bien trop souvent bâché, à plus que raison. Bon, trêve de présentation, procureur Coinc, faites votre office. Mais tout procès se doit d'avoir une présentation potable. Le banc des accusés accueillera donc le pire film du monde. J'ai nommé Avatar par M. Night Shyamalan. Nous allons donc ensemble déterminer en quoi ce film est une trahison, en quoi ce film est un ratage, en quoi ce film est un juste titre, haï par au-delà de la commu Avatar toute personne ayant un tant soit peu de goût, tout en lui reconnaissant, lui admettant, et croyez-moi ça me fait mal au fondement de dire ça, quelques modestes mais existantes, ça fait mal à la bouche que de le dire, qualité. Mesdames et messieurs les jurés, je déclare ce procès ouvert. Ok, déjà il y a un problème. Vous voyez, là, oui, là, ces symboles là. Dans la série, on a du vrai chinois qui veut dire quelque chose. Alors que dans le film, oh bah on s'en fout de matériel de base, on va juste mettre des gribouillis qui veulent rien dire. Mais là, cher jury, je sais ce que vous allez dire, tout cela n'est que détail, que petit clin d'œil. Après tout, ni vous ni moi ne parlons chinois ou nous savons le lire. Même au niveau du son, on s'en va. Oui, non, mais enfin, c'est joli quand même. Et même si c'était le cas, nous ne formerions qu'une infime minorité du public. Serais-je en train de pinailler? Serais-je en train de fouiller chaque petit détail de cette grosse montagne de caca? Eh bien non, car par cette intro, je tiens à démontrer une chose qui sera tenue en filigrane durant tout le film. Un état d'esprit criminel quand on en vient à l'adaptation de notre série adorée. J'accuse M. Night Shyamalan d'avoir carjacké la série Avatar, d'avoir sciemment menti en s'en disant fan, et de n'avoir voulu de faire cette adaptation qu'une nouvelle occasion de ne traiter que de ses sujets favoris, oubliant par désintérêt ou sciemment tout le reste. Pourquoi les écritures ont changé? Car il n'en avait rien à foutre de la symbolique, car il n'en avait rien à faire du sous-texte, tout ce qui l'intéressait était un autre sujet. Je tiens à rapporter à l'attention de la cour que la série n'appartient pas à un groupe élitiste censé tenir les codes du bon et du juste. Déclarer de la sorte que M. Shyamalan n'est pas un fan, que son comportement est biaisé et mensonger, qu'il ne traite que des sujets qui l'intéressent, en plus de nier la nature même et la définition d'une adaptation, c'est insinuer qu'il y a de bons et de mauvais fans. Au vu des détails propres apportés de chacun des livres disséminés à travers le film, on ne peut dire que M. Shyamalan n'était pas un fan. Pour revenir sur son choix de changer l'écriture descriptive des maîtrises, alors qu'il a volontairement changé la nature même de ces maîtrises pour traiter son propos. Je le dis, ne pas changer ses symboles au début, mais changer la maîtrise en tant que telle aurait été là la véritable erreur.
Allons, s'il vous plaît, monsieur le chroniqueur de l'animation, élevons un peu le débat. Voyons, je sais bien que vous valez mieux que ça. Je ne fais que relever le fait que Shyamalan s'est vendu comme le fan de la série durant toute la promo du film. Ce n'est pas moi qui l'oppose comme un fan, c'est lui qui s'est posé comme un fan. S'il n'avait pas lui-même apporté cette précision, je ne l'aurais pas introduit dans ma plaidoirie, je ne fais que relever une incohérence dans le discours de l'accusé. Notre crime commence de la plus horrible des manières en nous présentant nos deux personnages principaux, Sokka et Katara. Et messieurs les jurés, quelle déception! Quelle indignité, quel ratage! J'épargnerai à la défense la critique facile et évidente du teint des acteurs qui se révèlent aussi blancs que la neige de leur foyer, alors que pourtant leur grand-mère, leurs voisins et tous les autres villageois ont le bon teint. C'est un défaut tellement visible que même l'évoquer est contre-productif. Il vous suffit d'avoir des yeux pour le voir. Non, cette fois je voudrais avant tout établir les vraies trahisons des personnages, mesdames et messieurs. Car certes, ils sont blancs comme le derrière d'un ours polaire, mais les avez-vous entendus parler? Les avez-vous seulement vus jouer? Eh bien, chère audience, je vous assure que j'aurais préféré voir un film muet. Katara a perdu tout ce qui faisait de la brave maître de l'eau son caractère, devenant une ingénue capable de rien et n'ayant aucune incidence sur l'action, perdant totalement son rôle de figure morale du groupe pour devenir un fantôme, suivant péniblement une intrigue rushée pour permettre au réalisateur de caser ce qui l'intéressait vraiment dans cette histoire. Un état de fait, un caractère qui pourtant nous est montré dans le premier dialogue de la série, la première interaction entre la fratrie, littéralement la première phrase de Katara. I've been doing all the work around camp while you've been off playing soldier. Katara? I even wash all the clothes. Have you ever smelled your dirty socks? Let me tell you, not pleasant. Ne me faites pas croire, cher jury, que cela était trop dur à placer dans le film. Nous parlons littéralement de la phrase d'ouverture de la série. Ne me faites pas croire qu'une simple engueulade d'ouverture entre le frère et sa sœur, qui établit leur mode de pensée et leur rôle symbolique dès les premières secondes, était trop dur à caser. Mais regardez cette interaction, mesdames et messieurs les jurés. On dirait qu'ils s'apprêtent à la frapper. Voyez-vous un frère et une sœur qui comptent l'un sur l'autre? Voyez-vous une sœur qui tient le rôle de mère malgré ses jeunes épaules? Je vous le demande. Car encore une fois, l'accusé n'en avait rien à faire de ces personnages, de leurs intrigues ou de leur mentalité. Tout ce qui l'intéressait était ailleurs. Sokka, lui, nous a été volé, échangé, enlevé et remplacé par un changelin maléfique. Oubliez le Sokka que vous connaissiez, oubliez le brave jeune guerrier de la tribu cachant ses inquiétudes sous son humour et ses esclandres, loin d'être un comic relief mais étant au contraire la pointe d'excès que ses compagnons ont besoin pour ne pas tomber dans une apathie mortifère, apprenant de ses erreurs et changeant radicalement son système de pensée, au contact notamment de femmes fortes qui finiront par ravir son cœur, telle la belle Suki qui, merci les esprits, n'est pas dans ce film, et ne verra donc pas son personnage massacré comme les autres. I treated you like a girl when I should have treated you like a warrior. I am a warrior. But I'm a girl too. Non, mesdames et messieurs les jurés, Sokka nous est ici remplacé par un ado edgy qui tire la tronche sur absolument tous les plans du film, qui semble sur le point de s'ouvrir les veines à absolument toutes les scènes, et qui a perdu absolument tout ce qui faisait de lui un personnage intéressant. Si Katara est un fantôme, alors lui n'est que l'ombre de ce fantôme. Il ne sert absolument et promptement à rien en toutes circonstances. Eh bien ici, je me dois par honnêteté intellectuelle et à contre-cœur de concéder ce point à mon confrère. Si la tribu de l'eau du Nord avait été aussi caucasienne, eh bien il aurait été cohérent que Sokka et Katara le soient également. Cependant, ce ne fut pas le cas. Et mon client plaide coupable pour le whitewashing évident de ces deux personnages principaux. Le changement de caractère des personnages s'explique cependant par le choix de rendre des réalités de la guerre bien plus tangibles. C'est un choix qui a peut-être échoué dans sa faction de réalisation, cependant c'est bel et bien un choix. Cependant, là encore, le jeu des acteurs, l'écriture des dialogues, la direction des acteurs ne met pas en valeur ce choix. Et mon client accepte ces difficultés qui ont aussi été endossées par le fait de contracter une saison entière dans un seul long métrage et des erreurs manifestes de production. Mon cher ami de la défense, si je puis me permettre, la série parvenait à traiter le même contexte de guerre en rendant ses personnages bien plus vivants et tangibles. Dois-je rappeler le voyage de nos personnages dans le royaume de la Terre et leur rencontre avec les victimes de guerre, leur rencontre avec le Daily, Jet et son terrorisme puis sa mort? Rendre ces personnages dépressifs et totalement apathiques n'est point une technique valable pour transmettre une ambiance de guerre. C'est une technique de la facilité et extrêmement feignante. Les personnages de films de guerre que nous aimons passent-ils leur temps à être mornes et sans vie? Non, cher cours. Mais le pire, chère assemblée, le pire, c'est quand ils se mettent à parler.
Vous pensiez avoir déjà vu de mauvais acteurs ? Vous avez peut-être du mal à reconnaître un mauvais acteur ? Eh bien laissez-moi vous dire qu'un des seuls intérêts de ce film est de vous montrer par A plus B ce qu'est un mauvais acteur. Même dire qu'il joue est une insulte au noble métier d'acteur. Il ne sous-joue pas, il ne surjoue pas, il ne joue tout simplement pas. Et encore une fois, face à ce manque total de direction d'acteur, face à ce désastre ambulant qu'étaient les scènes de dialogue, il a été décidé une chose dont je ne m'explique toujours pas l'existence. Ce sont, et excusez mon langage, ces putains de chants contre chants doublés. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien que sur plus de la moitié des dialogues, les deux personnages sont cadrés ensemble. Un chant sur Aang, qui est tout aussi effroyable que ses comparses en termes d'acting, rassurez-vous, et contre-chant sur Katara et Sokka dans le même plan. Et mesdames et messieurs, mais regardez à quel point ces pauvres jeunes gens ne savent pas quoi faire. The day they told me I was the Avatar, they said I could never have a normal life. That I could never have a family. À quel point aucune direction d'acteur ne leur a été donnée. Regardez le vide de ses yeux, la profonde et insondable incompréhension face au monde qui l'entoure, à ce splendide et magnifique naufrage de toutes les règles de cinématographiquement acceptables. Really powerful benders in the Northern Water Tribe. My dad told me about it before he left. It's led by a princess because her father died. There are teachers there for sure, but... Passons rapidement sur des détails tellement absurdes qu'ils insultent l'intelligence de toute personne mise face à une production audiovisuelle ces 50 dernières années, comme le fait que Katara et Sokka ne demandent son nom à Aang qu'une fois au Temple de l'Air, après un long voyage qui aura dû leur prendre plusieurs jours, signifiant qu'ils sont allés sauver ce garçon de la Nation du Feu, pour aucune raison ne connaissant même pas son nom. En même temps, vu que l'intrigue est rushée de manière immonde, forcément tout le développement du petit groupe est passé à la trappe. Non, intéressons-nous plus en détail sur le détail qui à jamais soulèvera le sourcil incompréhensif de la population mondiale, et ce j'en suis sûr, cher jury, jusqu'à bien après que nous soyons redevenus poussière. J'ai nommé le putain d'ego de Monsieur M. Night Shyamalan. Car oui, c'est bien d'ego dont il est question, de l'ego d'un réalisateur qui ne s'était absolument pas remis en question à l'époque et qui pondait pourtant échec sur échec avant son renouveau actuel. Car oui, loin de moi l'idée de haïr bêtement ce réalisateur, certains de ses films m'ont captivé et charmé. Incassable reste un des meilleurs films de super-héros que j'ai vu, Le Sixième Sens a marqué une génération entière, et bien que je n'ai encore point vu Glace, je dois bien dire que Split était une pure bombe. Par contre... Le Village était une purge d'ennui, The Happening confiné au ridicule consommé, After Earth c'était une colossale bouse, et Signe a ses qualités, mais personnellement je le trouve assez médiocre, tout comme La Jeune Fille de l'eau. Bon, ici, il est clair qu'on est face à un souci de transposition. Aang révèle son nom dans la série la première fois qu'il a le temps de se poser avec Katara et Sokka. Étant donné que dans le film, Aang ne se réveille pas après être sorti de l'iceberg, cette scène fut décalée au premier moment de réelle accalmie venue, c'est-à-dire au temple. C'est là encore une erreur qui aurait pu être évitée simplement d'une scène en plus sur le dos d'Appa, après s'être évadé du bateau de Zuko par exemple. Bon, c'est ici que commence mon véritable travail. Il sera évident, pour cette assemblée, que je ne vais pas convaincre que ce film est bon, il ne l'est pas. Et je ne vais pas non plus me fatiguer à combattre vainement chacun des défauts énoncés par mon compère. Ce serait une perte de temps, et en plus de cela, étant donné qu'il relève lui-même les éléphants dans la pièce, il choisit bien évidemment des défauts indéfendables, occultant totalement à votre vue les éléments sauvables du film, et vu qu'il ne le fera pas, eh bien, il ne reste plus que moi. Pour le segment au pôle sud, je maintiens que mon client a voulu apporter de la nouveauté au propos de base, et oserais-je le dire, a amélioré certains illogismes et détails de la série originelle, toujours dans son optique d'ancrer le film dans une vraisemblance toujours plus tangible. Ici, la grand-mère de Katara et Sokka n'est plus un PNJ merci. C'est une ancienne du village qui connaît son histoire, reconnaît l'avatar et parle du fait que dans la tribu de l'eau du Sud, et par extension dans la culture inuit, les esprits vivent parmi les hommes et les accompagnent sans cesse, thématique qui ne sera réabordée que dans le livre 2 de la légende de Korra, et ce bien plus tard. Et le meilleur dans tout ça, eh bien c'est qu'elle le dit à ses petits-enfants, elle ne le garde pas pour elle, dans une scène de dialogue vide de sens, certes, mais une scène de dialogue qui est bel et bien présent, montrant l'intention manifeste de recentrer l'héritage au centre du récit, héritage extrêmement important dans la franchise Avatar et qui est ici placé au cœur de l'exposition. Inutile de signaler que la citation d'Ama, en plus d'être un clin d'œil aux fans, dont Shyamalan fait donc partie, est une piste intéressante posée pour le troisième film qui malheureusement ne sera jamais produit. Katara connaîtra déjà Ama et son histoire lorsqu'elle la rencontrera, changeant ainsi les rapports qu'ils auraient pu développer ensemble. Autre aspect à retenir en faveur du film, c'est la nature d'Aang en tant qu'avatar.
elle a été traitée de manière différente, de façon bien plus terre-à-terre dirons-nous. Il a une fonction bien plus directe, et sa détection est clairement affirmée. Par conséquent, le test d'Hiro est également une très bonne idée, absente de la série, et imaginée par mon client. Même si ce test, vous en conviendrez, est complètement inutile passé le second élément, il est bien plus fiable, celui des jouets, également présent dans le film. Dans le film de mon client, on ressent bien mieux, mesdames et messieurs, que Zuko a bien passé 3 ans à arrêter des dizaines, voire des centaines de prétendants à le titre d'Avatar, et qu'il n'a pas juste passé son temps sur l'océan comme on pourrait en avoir l'impression dans la série animée. D'ailleurs, le traitement de la Nation du Feu et du personnage de Zuko sont les meilleurs selon moi, les meilleures réussites du film, en particulier sur les décors, les costumes et l'ADR en général, qui ne peut être critiqué sur sa qualité. Enfin, camarades défenseurs, un peu de sérieux. La grand-mère de Katara et Sokka a toujours été un personnage tertiaire, voire un figurant, et ce même dans la série de base. En faire autre chose qu'un PNJ pour uniquement perdre du temps dans une narration qui va déjà bien trop vite, tout cela pour ne caser quoi qu'une simple référence à Ama. Je suis désolé mais c'est bien cher payé. Retirer cette scène et rajouter, je ne sais pas, des scènes entre Aang, Sokka et Katara, qui auraient pu nous permettre de comprendre pourquoi le frère et la sœur partent au secours de ce garçon qu'ils ne connaissent pas. Ça aurait été plus important pour l'intrigue, je pense. Tiens, il aurait pu leur donner son nom, par exemple, dans ces scènes. Ça leur aurait été un bon départ déjà pour une relation. Et de plus, parlons-en du test d'Hiro. Au-delà du fait que le test de la série originale fait écho au test de Notre Monde pour déterminer la réincarnation du Dalai Lama, je tiens tout de même à préciser qu'il est relativement con. Depuis quand les éléments sont-ils attirés de cette manière par l'avatar? C'est complètement nouveau et c'est un truc que l'on n'avait jamais vu dans la série. Et peut-être que nous ne l'avions jamais vu parce que c'est particulièrement stupide. Est-ce que la glace bouge autour d'Aang quand il marche sur la banquise? Ou est-ce que l'eau monte vers lui dès qu'il est sur un navire? Non, car c'est complètement con. Le principe même d'une maîtrise, c'est que c'est volontaire. Les maîtres ne subissent pas leur maîtrise. Sinon, les cailloux voleraient autour de Aang constamment dès qu'il marche sur la terre. Et la Nation du Feu aurait flambé il y a déjà belle lurette. Encore un choix de la facilité pour l'accuser. En tout cas, si je puis poursuivre, une chose que l'on peut voir dans toute sa filmographie, c'est que ce cher Shyamalan a une certaine propension à soit mettre des Indiens qu'il joue la plupart du temps, et de se placer lui-même en tant que réalisateur comme dieu littéral de la narration. C'est visible dans Signe par exemple, où tout ce qui fera avancer le récit viendra du personnage incarné par Shyamalan, et donc... I am Prince Zuko. Voici, mesdames et messieurs les jurés, une de mes preuves majeures que ce film, en plus d'être mal mis en scène et extrêmement mal joué et très mal adapté, a été fait sans se soucier un seul instant du sous-texte à la fois politique et symbolique pourtant capital de la série. Pourquoi ? Pourquoi au nom de l'empereur a-t-il fait de la Nation du Feu des Indiens ? Que ce soit dans des bâtiments ou dans les acteurs, tout hurle Inde. Et c'est là une terrible erreur, et je vais vous dire pourquoi. Et avant, surtout, j'entends bien vous prouver que non, ce n'est pas à cause de la Chine et de la potentielle réception du film dans l'Empire du Milieu qui est responsable de ce changement de nationalité. La saga Avatar puise ses influences et son sous-texte dans l'histoire et la culture des peuples d'Asie. Ça, je le dis ici, ici et là. Et tout le monde le sait. J'ai entendu nombre de personnes, dont la défense, me défendre le fait que la nationalité aurait été changée pour ne pas choquer la très sensible censure chinoise vis-à-vis du Tibet. Oui, vous savez, le Tibet, cette nation qui inspire visuellement comme spirituellement les nomades de l'air et qui en prend plein la trogne de la part de la Chine, c'est un fait. Mais dites-moi, cher jury, dans Avatar, qui représente donc la Chine ? La Nation du Feu, cette nation insulaire, fortement industrialisée, basée sur une noblesse militaire, aux visées hégémoniques et envahisseurs de nations ? Ou la Nation de la Terre, vous savez, cette immense nation territoriale, s'étalant sur un continent immense, comptant la population la plus nombreuse, étant majoritairement agricole, à l'architecture chinoise, aux tenues chinoises, des soldats hauts nobles, qui peinent face à un envahisseur bien plus évolué technologiquement ? Je vous le demande, cher jury, car visiblement c'est trop subtil pour notre cher réalisateur ici présent. La Nation du Feu n'a jamais eu, au grand jamais eu le but de représenter la Chine. Point final. Alors certes, j'en conviens, de leur architecture à leurs vêtements, on trouvera de très très fortes inspirations venant de la Thaïlande, de Bali, de Java, d'Indonésie, et au niveau architectural, on sera certes sur de l'architecture plutôt chinoise, mais aussi avec du japonais, et plus typé dynastie Han pour la Chine. Alors, la Thaïlande et l'Indonésie, Bali et Java, aux dernières nouvelles, ça n'a jamais été la Chine, de près ou de loin. Et quant aux Han...
C'est certainement la lignée la plus détestée de toute l'histoire de la Chine impériale, étant plus corrompue que notre patrie nationale et ayant mené à la célébrissime période des Trois Royaumes, plus grande guerre civile de l'histoire humaine et donc dynastie quasiment universellement détestée par le peuple chinois. Et voulez-vous une preuve que les Chinois n'ont pas de mal avec le fait de montrer des empereurs d'un point de vue négatif? Voici The Great Wall, film merdique par ailleurs, mais pensé pour le marché chinois dans tous ses atomes, et qui nous présente un empereur absolument méprisable, et qui se fait humilier pendant tout le film, preuve que les Chinois ne sont pas gênés par cela. Et ensuite, bien sûr, il y a le symbolisme qui fait que cet argument du « il fallait faire plaisir à la Chine », eh bien, se révèle complètement bidon. Je ne vous apprends, je pense, rien, mais si vous prenez le trio Chine, Corée, Japon, vous trouverez très facilement un dénominateur commun. Ils se détestent tous, et particulièrement le Japon, et croyez-moi, c'est encore visible aujourd'hui. Et la Nation du Feu, comme on l'a vu, si visuellement est inspirée par d'autres nations, est clairement, au niveau de sa symbolique, une parabole du Jimpo impérialiste. Donc, autant vous dire que montrer de vilains japonais martyriser les pauvres chinois du royaume de la terre aurait non seulement plu au public chinois comme à la censure, en plus d'assurer un carton en salle là-bas, voire même plus. Eh bien oui, parce que, prenez le truc comme ça, des Chinois qui se font aider par un Tibétain et qui l'aident en retour. Pour la Chine, c'est banco. Bah oui, ça fait des années qu'ils tentent de faire croire que la cohabitation se passe bien. Ce genre de présentation aurait été du pain béni pour eux. Et pour finir, je dirais que si la symbolique ne vous intéresse pas dans Avatar, alors vous avez, j'en ai bien peur, perdu une bonne partie de la magie d'Avatar, ou en tout cas de sa maestria. Vous voulez un exemple? Cette scène. Cette scène magnifique et capitale pour l'intrigue et le développement personnel de Zuko. Eh bien la symbolique, elle est là sans même que vous vous en rendiez compte. Parce que ce que porte cette jeune fille est une robe traditionnelle coréenne, et que la Corée a énormément souffert de l'occupation japonaise, que ce soit en crime de guerre ou le système purement dégueulasse des demoiselles de compagnie. Le symbole en devenant d'autant plus fort de voir symboliquement des Coréens accueillir des Japonais malgré la division et la haine entre ces deux nations, et donc modifier quelque chose d'aussi important, d'aussi symboliquement capital, est un de ces détails qui fait d'Avatar plus qu'une simple série fantastique déjà extrêmement cool, mais une véritable série culte et d'une profondeur rarement égalée. Ce changement est absolument horrible et capital. Ce changement traduit surtout en fait le fait que Shyamalan n'en avait rien à carrer, et il a casé des Indiens car il aime caser des Indiens. Il est chauvin, je n'en veux pas, mais là, il n'y avait pas à mettre d'Indiens. D'ailleurs, je suis à peu près sûr que s'il avait pu, il aurait joué Ozai lui-même. D'ailleurs, Ozai, pourquoi faire comme dans la série, me direz-vous? Pourquoi ne pas révéler le méchant afin de bâtir une ambiance et un vrai mystère entourant ce personnage? Pourquoi oublier d'en faire un méchant d'anthologie qui marque par sa simple voix sans même avoir besoin de montrer son visage? C'est bien mieux en effet de le montrer sans aucune classe dans une salle du trône aussi banale que classique, oubliant la mise en scène autour du trône de la Nation du Feu que la série avait brillamment mis en place. Objection, mauvaise foi et déni d'analyse, votre honneur. Dois-je vraiment rappeler à la cour qu'ici il n'est pas question de color washing mais de relecture? Dois-je vraiment devant tous rappeler qu'une adaptation est une relecture d'une œuvre par un auteur différemment traité afin de laisser transparaître de nouvelles thématiques, de nouveaux enjeux, et non pas se contenter d'une vulgaire copie sans intérêt? Évidemment que la sous-lecture est présente dans l'œuvre originale, et évidemment qu'elle est, en plus de ça, pertinente et lourde de sens et de symbolique. Mais est-elle vraiment le cœur de l'œuvre qui nous anime tous ici? Je ne pense pas. Dans un premier temps, évidons cet aspect souvent rabâché, non, aucune nation n'est une transposition directe d'un pays ou état de notre réalité. Comme l'a si bien démontré Monsieur Coinquenard, le conflit culturel entre la Corée et le Japon et la Chine est central, mais chacune des nations est un syncrétisme de nombreux aspects de l'Asie du Sud-Est dans sa globalité, surtout la Nation du Feu, qui au travers de son Agni Kai, de ses cryptes et surtout de ses ruines des guerriers du soleil, se réfère au sous-continent indien, au Laos et à la Thaïlande, et non pas seulement au Japon qui est ici bien surreprésenté même, n'est pas pour autant l'aspect unique ou plus favorisé. Bryan Konietzko et Michael DiMartino n'ont pas personnellement eu à cœur de traiter cette symbolique dans la série. Cette série, qui a d'ailleurs été produite avec le concours de studios et de créatifs sud-coréens, en particulier sur les aspects culturels en plus de l'animation. Cette sous-lecture a été grandement nourrie par des membres auxiliaires, bien qu'importants, de l'équipe de création, et non pas à l'initiative directe de ses réalisateurs. Car je pense que tous les fans d'Avatar sont d'accord sur ce point. La franchise ne reflète pas une situation sociale précise, elle est bien plus que cela. Elle se sert du cadre de l'Asie pour critiquer toutes les formes de totalitarisme, d'oppression, d'inégalité et de discrimination propres à toutes les sociétés
société moderne, et en particulier au cadre américain que les réalisateurs remettent en question de manière détournée. Qui ici osera critiquer le choix de mon client de transposer la Nation du Feu dans un cadre indien? Mon client n'a-t-il pas le droit, avec son obsession, de s'approprier cette franchise porteuse de messages progressistes pour traiter un cadre social qui lui est cher? Les castes indiennes et le respect à outrance des coutumes qui peuvent aller jusqu'à punir un réfractaire par la mort et l'exclusion ne vous rappellent peut-être rien. Mais Zuko, lui, oui, Zuko, le prince banni qui, humilié par Zhao devant tous ces hommes, interdit même de porter le vêtement de sa propre nation, est répudié comme un enfant. Mais ce dernier, au lieu de réitérer l'erreur qui lui a valu son exil, se plie au protocole écrasant et reste là où est son rang de banni, rappelant à Zhao que lorsqu'il réussira, Zhao se prosternera devant lui. Aspect qui est d'ailleurs souligné par Ozai, qui est beaucoup plus présenté comme un dirigeant contrôlant tout, envoyant volontairement Zhao à la bibliothèque et lui rappelant encore une fois que s'il échoue, Zuko regagnera son rang, comme si cette menace était la pire des sanctions. Donc oui, je maintiens que mon client a eu le droit, et en plus eu raison, car cette franchise n'appartient à personne. La Nation du Feu se transpose à merveille avec l'Inde, au détriment d'une sous-lecture, mais la remplaçant par une autre qui, elle, révèle l'héritage personnel de mon client. J'en profite également ici pour vous parler de Zhao, qui est le personnage le mieux traité à mon sens du film, et vous présenter en vrac des éléments intéressants le concernant avant la reprise du plaidoyer de mon confrère, pour que vous gardiez à l'esprit, éminent jury, l'importance qui a été apportée à la Nation du Feu. Allez, premier point, il a été à la bibliothèque de Wanchitong sur les ordres directs d'Ozai, ce qui fait entre nous un peu moins de traite égocentrique à la Nation du Feu et ça fait du bien. Second point, il occupe directement le temple de l'Art du Nord, ce qui est bien plus logique en cas de guerre, et piège Aang, ce qui a d'ailleurs été le scénario de l'histoire Relix de The Lost Adventure sorti un an plus tard. Troisièmement, l'archer Yuan qui l'accompagne, bien que ne portant pas l'uniforme des Yuan, tire une flèche et ne rate pas sa cible, enfin oui! Il n'attaque Zuko dans le dos que lorsque celui-ci l'ignore à cause d'Hiro, se sentant ainsi insulté dans son honneur et non pas parce que c'est un mauvais perdant. Et enfin, sa mort, oui sa mort, le film ayant été produit avant Korra, la survie de Zhao n'était pas encore assurée, et le film, au lieu de le faire disparaître dans l'océan vers l'infini et l'au-delà, le tue par noyade de manière brutale, le laissant giser seul sur un pont, reflétant encore cette froideur d'une guerre qui est là et qui cause une mort sans appel. J'espère par tout ceci vous avoir convaincu qu'il n'y a pas une lecture qui prévaut sur une autre et qu'il faut voir une œuvre à la fois du point de vue de ses spectateurs, certes, mais aussi de son créateur. Je dois bien dire que tout cela ne me convient guère et je laisse à l'audience le jugement de cela. Personnellement, je trouve qu'insérer un discours sur les castes indiennes n'a premièrement rien à faire dans cet univers, et de deux est relativement faible si l'on prend le traitement de cette thématique. En quoi le destin de Zuko se faisant chasser de la famille royale est une réminiscence de la situation des castes en Inde? Je rappelle que les castes indiennes sont surtout décriées pour la manière dont elles traitent et maintiennent les couches les plus basses de la population dans la misère. Je pense qu'un discours sur les castes indiennes aura bien plus d'impact en traitant des intouchables ou de la misère entretenue plutôt que le destin d'un noble qui n'a jamais connu quoi que ce soit de négatif vis-à-vis des classes. Certes, les scènes avec Zhao sont parmi les meilleures, mais si elles donnent une bonne description des tourments de Zuko, en aucun cas elles ne transmettent un message sur les castes indiennes. À vrai dire, je peine à voir quoi que ce soit relevant du système de caste indien dans le fonctionnement de la Nation du Feu dans ce film. Mais parlons maintenant, si vous voulez bien, mesdames et messieurs les jurés, de la maîtrise. Vous savez, ce truc si capital dans cet univers, cet art martial qui nous a donné parmi les meilleurs combats de l'histoire de l'animation, tous inspirés de styles de combat différents, nerveux et puissants, chaque mouvement accompagnant son élément dans des batailles intenses et chorégraphiées. Nul besoin de tergiverser plus, les quelques images défilant devant vos yeux suffisent. C'est ridicule. De plus, ne venez pas me dire que c'est car ils vivent sous une affreuse dictature, hein. C'est quelque chose qui est dans leur nature propre, qui est ancré dans leur culture jusqu'au nom de leur nation. C'est quelque chose d'aussi naturel pour eux que respirer, alors non. Non, je ne crois pas qu'il faille 5 mecs faisant la Macarena pendant 10 secondes pour soulever un pauvre caillou. Et non, tu n'enfermes pas des maîtres de la Terre dans une putain de mine. Certes, la série le faisait sur un navire, et le film avait déjà beaucoup de scènes dans des navires, et une de plus aurait été redondante. Eh bien, dans ce cas-là, il faut faire un truc appelé... je sais pas, une réécriture par exemple. Une réécriture qui a été faite n'importe comment. En les mettant, je sais pas, dans des cages suspendues par exemple, comme pour Amma. Vous savez, Amma, le personnage dont le film semble hyper fier d'avoir fait une référence, ouvrant un setup pour un payoff qui ne viendra heureusement jamais.
Et non, faire monter un mur n'est pas un truc impressionnant de maîtrise de la Terre. C'est la base de la base pour toute personne ayant posé les yeux sur la série. Sans parler évidemment du feu pour les maîtres du feu, qu'ils ne peuvent plus créer eux-mêmes, mais servant en fait à poser Hiro comme un personnage exceptionnel. Chose évidemment totalement impossible à faire autrement pour un personnage comme Hiro. C'est vrai que nous nous souvenons tous de Hiro pour ses aptitudes martiales. Cela me semble évident. J'aimerais tout de même ici ajouter que dans le film, le fait qu'Hiro est le grand dragon de l'Est est bien mieux représenté. La véritable maîtrise du feu en signe du dragon a une incarnation réelle et n'est pas seulement une métaphore moralisatrice. Mais malgré cela, Hiro reste le meilleur personnage du film, bien que le style Rasta blanc, c'est genre mais le dernier truc que j'aurais imaginé pour lui. Bien que tout de même, le film n'oublie pas d'oublier toute la subtilité de la relation entre Hiro et Zuko. C'est vrai que ça aurait été dommage de le rajouter, soit en skippant des scènes capitales comme l'adieu des deux lors de l'attaque contre la tribu de l'eau. Dans la série, c'est le moment où Zuko avoue qu'il voit Hiro comme un père. Une scène qui est évidemment supprimée dans le film, ça aurait été bête de développer les personnages. Ou alors en balançant des scènes beaucoup trop tôt dans la narration, comme cette scène. There are a lot of pretty girls in this town, Zuko. You could fall in love here. We could settle down here. And you could have a blessed life. Qui fait écho à la scène où Hiro tente de pousser Zuko dans les bras d'une fille à Ba Sing Se. Sauf qu'à Ba Sing Se, ils sont bannis et pensent ne jamais pouvoir revenir dans leur patrie. C'est donc normal que Hiro veuille que Zuko se tasse et trouve son bonheur différemment. Pas quand il est encore prince avec toutes les chances de retrouver son honneur et l'avatar en cible clairement établie et même plus planqué dans son iceberg. Nouvelle preuve qu'aucun travail de réécriture n'a été fait par Shyamalan, car ce n'était pas ça qui l'intéressait. Non, car monsieur M. Night Shyamalan, et cela est bien sûr tout à son honneur, a développé son entière filmographie autour d'un thème majeur. Un thème qui lui est propre, et qui, je dois bien l'avouer, peut donner d'excellents films. Et ce thème, c'est la spiritualité. Et je dis très bien. Oui, c'est très bien. Et c'est même parfait. Avatar est une série qui possède cette thématique de la spiritualité. Les esprits, le rapport des hommes au spirituel, le rapport de l'avatar au spirituel, le rapport de l'avatar au monde même. Après tout, Aang est un moine. Je ne nie pas que c'est là le seul et unique point fort du film, avec les costumes qui sont très réussis. Mais ne gardez que cela d'Avatar. Mais sérieusement, ne traitez que cela. Oubliez sciemment le reste, oubliez de traiter de l'univers, les personnages, les intrigues, les sous-textes politiques, les histoires, les paraboles vis-à-vis de notre monde, les combats intenses, la cohérence du récit. Tout ça pour avoir un bon traitement du sujet de la spiritualité. Excusez-moi, mesdames et messieurs les jurés, mais je trouve tout cela bien cher payé. D'autant que les gens, et excusez mon langage cru, se pougnent sur la spiritualité de ce film, mais on n'est quand même pas sur du grand art. Je veux dire, vous voulez un film qui traite de spiritualité? Eh bien regardez l'Odyssée de Pi par exemple. En plus il y a des Indiens aussi dedans. Ici, à part quelques scènes intéressantes dans le monde des esprits, on est encore loin des propos et des discours qui seront normalement abordés dans la série. S'il voulait tant traiter de sujets, où est l'ermite? Où est le questionnement de Aang sur le fonctionnement même de l'avatar? Et surtout, mesdames et messieurs, je vous le demande, où est Hiro? Où est le philosophe amateur de thé que nous aimons tant? Où est le vieillard bedonnant qui nous a tous appris quelque chose sur nous-mêmes et la vie? Où est la plus grande caution philosophique de toute cette putain de série? Je vous le demande. Si les personnages sont massacrés, Hiro, lui, est tombé devant un régiment de CRS. Alors oui, cette thématique de la spiritualité est bien abordée, mais elle est le seul point à peu près positif dans un film qui est non seulement incroyablement trop court pour ce qu'il souhaite raconter, 1h30 pour raconter une saison entière, sérieusement, et qui rate à ce point tout ce qu'il veut entreprendre. Où est Suki? Pourquoi avoir remplacé l'île de Kyoshi par un patelin paumé dans les montagnes? N'allez pas me faire croire que tourner près d'une mer était trop chiant quand on porte le nom de Shyamalan. Pourquoi révéler Ozai? Pourquoi l'Inde? Pourquoi les combats dirigés par Ubisoft avec des gardes qui viennent un par un? Pourquoi les ralentis? Partout des ralentis sur toutes les scènes d'action. On se croirait dans Resident Evil, merde! Sur le point précis de la spiritualité, il serait de bon ton de revoir le final du film. Alors oui, Aang ne se transforme pas en Super Gundam bleu en fusionnant avec l'esprit là pour déchaîner sa colère et sa peine sur tous les pauvres soldats de la Nation du Feu présents. Certes, cet élément, ou plutôt ce non-événement, aura eu le don d'énerver les fans fatigués déjà par le film. Mais qu'avons-nous eu à la place? Nous avons eu un avatar qui devient accompli et en plein accord avec lui-même, bien avant le livre 2 et son final, et qui prend ses responsabilités par lui-même sans céder à la colère. Nous avons eu un Aang qui, restant pacifiste par nature, ne repousse pas l'ennemi, mais le fait fuir de peur. Aang a réussi à trouver un autre moyen, et cette quête de l'autre chemin pour s'éloigner de la violence est au cœur du personnage dans la série, mais n'est développée dans l'intrigue que bien plus tard.
Ici, c'est une thématique sur la philosophie des nomades qui est abordée dès le livre 1. Le dernier plan montre l'acceptation des maîtres de l'eau et, détail important également, des soldats du feu présents qui ont vu que l'avatar existait, qu'il était de retour, prêt à assumer ses responsabilités seul et digne d'être leur avatar. Enfin, mesdames et messieurs, je tiens à rappeler tout de même une chose, avant que vous ne rendiez votre verdict. Certes, je me suis montré d'une grande véhémence contre ce film, et cela j'en ai bien conscience. Certes, j'aime cette série d'un amour profond, et l'affront qui lui a été fait ne peut rester impuni. Cela dit, le réalisateur ici présent a tout de même fait de très bons films, et bien que sa filmographie ait subi une certaine traversée du désert, eh bien je dois bien dire que le voir revenir avec ses nouveaux films est une bonne nouvelle que j'accueille à bras ouverts. Par contre, une chose est sûre, c'est que le pardon ne sera pas facile. Comment excuser un tel massacre? Comment excuser l'utilisation de notre série bien-aimée dans un but à ce point mauvais? Comment excuser une adaptation au mieux médiocre, au pire honteuse, d'une série qui pourtant pouvait raconter tant et apprendre tant à son spectateur? Ce film, et cette trilogie comme elle était prévue, aurait pu être une pure merveille, mesdames et messieurs. Une pure merveille qui aurait pu marquer le monde du cinéma, être le point de jonction entre le cinéma de Hollywood et le cinéma asiatique, tel le Saint Jean-Claude avait tenté de le faire en son temps. Au lieu de cela, nous a été donné une horreur sans nom, un des films les plus haïs à raison de l'histoire, un travail bâclé, une pure hérésie qui n'aurait jamais, au grand jamais, dû voir le jour. Mais, jury, il est de bon ton de se souvenir que ce procès, nous ne le faisons pas pour rien. Nous le faisons pour nous souvenir, certes, dans la douleur et le deuil, de ce que peut être une adaptation ratée de notre œuvre fétiche. Et pourquoi faisons-nous ce devoir de mémoire? Car bientôt, évidemment, arrivera la série live. Et désormais, attacher le mot live au nom de Avatar fait plus peur que tout au monde. Par ce résumé, je tenais à ce que vous vous rendiez compte de ce qu'une mauvaise adaptation peut faire en termes de traumatisme, en termes de trahison, en termes de mal à une licence pourtant magnifique à tous les égards. Et je le déclare ici, si la série évite de faire toutes les erreurs ici présentes, alors ce sera déjà une bonne série. Peut-être est-ce d'ailleurs un des seuls points positifs de ce film, montrer par A plus B tout ce qu'il ne faut pas faire dans une adaptation d'Avatar, le dernier maître de l'air. J'aimerais terminer ma défense de ce film en vous disant que mon adversaire a raison. Oui, il a raison sur pratiquement tout ce qu'il a pu vous dire sur la vidéo. Le film n'est pas bon, et le film n'est même pas une bonne adaptation. Alors, quelle est la raison de mon acharnement? De la mauvaise foi? Du pinaillage? J'espère que vous y avez vu bien plus que cela. Ce film est une part de la franchise que nous aimons tous, que nous le souhaitons ou non. J'estime que le renier est une erreur monumentale. Ce film a inspiré des histoires ou des scènes postérieures, comme l'histoire Rolex, ou même la scène des paravents dans le livre 1 de Korra. J'ai eu au cours de mes pérégrinations rencontré des fans d'Avatar qui avaient découvert la franchise par le biais de ce film. Même aujourd'hui, à l'heure de la future production du live-action, les réalisateurs de la série promettent de ne pas réitérer les erreurs du film. À tort ou à raison, seule l'histoire nous le dira, car les réalisateurs peuvent aussi se planter, aveuglés par la négation du film et la conviction de bien faire dans un médium qu'ils ne maîtrisent pas. N'oublions pas également que ce que nous jugeons n'est qu'un tiers de l'œuvre qui était censée nous parvenir. Les deux autres volets de la trilogie ne nous parviendront jamais. Et j'en suis triste, car je suis sincèrement curieux. Quelle aurait été l'évolution de la team Avatar sans Suki? Quelle stratégie Azula, qui a pour mission de retarder l'Avatar pendant 3 ans, allait-elle appliquer? Quelle évolution dans la relation Aang-Katara si Aang n'a pas besoin de se sacrifier pour maîtriser l'état d'Avatar, et tout ce que cela implique pour le final de la saison 2? Comment la rencontre Katara-Amma sera-t-elle développée alors que Katara sait déjà tout de Amma? Ou encore, la nature de la véritable maîtrise du feu implique de nouveaux enjeux spirituels pour Aang et Zuko, etc., etc., vous avez compris. Je ne vous demande pas d'effacer tous les problèmes de ce film, mais de vous questionner ne serait-ce qu'un peu sur votre rapport aux adaptations en général, et de peut-être revoir au moins une fois le film en vous disant que parfois il est intéressant de se demander ce qu'une œuvre apporte, plutôt que de rester focalisé sur ce qu'elle n'apporte pas. Sur ces mots, ce sera tout pour moi, merci Quank pour l'invitation, toujours un plaisir, et que le jury rende son verdict. Et c'est ainsi que nous clôturerons nos plaidoiries, en vous souhaitant de continuer à vous plonger comme nous continuerons à le faire dans cette grande saga qui est Avatar. You've listened to the testimony. You've had the law read to you and interpreted as it applies in this case. It's now your duty to sit down and try and separate the facts from the fancy.